Je savais que c'était toi qui avais allumé l'allumette, Grace. Sale sorcière infidèle. La première chose que Dean Lambert remarqua ne fut pas l'odeur de gaz ou les restes carbonisés de ses armoires de cuisine. Ce fut le vernis à ongles de Grace, rouge cerise, parfaitement appliqué alors qu'elle tenait sa main brûlée dans la chambre d'hôpital. « Dieu merci, tu es vivant » murmura-t-elle, mais ses yeux vérifiaient son téléphone. La gorge de Dean était rêche comme du papier de verre, ses poumons à vif à cause de l'inhalation de fumée. Les médecins dirent qu'il avait eu de la chance. Une fuite de gaz, lui dirent-ils, une valve défectueuse aurait pu le tuer dans son sommeil, mais Dean se souvenait d'avoir allumé l'allumette. Il se souvenait de Grace, debout dans l'embrasure de la porte, le regardant. 3 semaines plus tôt, Dean vivait ce qu'il considérait comme une bonne vie à Millfield, Ohio. Population 12 000 habitants, où tout le monde connaissait vos affaires, mais prétendait le contraire. Il était l'inspecteur des incendies de la ville, 42 ans, les mains calleuses et une réputation de rigueur. Grace enseignait en 4e année à l'école primaire. Ils étaient mariés depuis 8 ans, sans enfants, assez à l'aise. Les changements commencèrent petitement. Le téléphone de Grace qui vibrait à des heures indues. Elle prétendait aider son père avec les finances tous les mardis et jeudis soirs. Harold Brennan, le père de Grace, était un avocat à la retraite avec plus d'argent que de chaleur. Le genre d'homme qui mesurait l'affection en avantages fiscaux. « Papa a besoin d'aide pour organiser ses dossiers juridiques », disait Grace en prenant son sac. « Tu sais à quel point il est perdu avec la technologie ?» Harold, perdu avec la technologie, c'était comme dire que le feu était perdu face à la combustion. L'homme avait informatisé son cabinet avant que la plupart des avocats ne sachent ce qu'était un email. Dean trouva le téléphone secret un mardi soir d'octobre, caché dans la boîte à bijoux de Grace sous les perles de sa grand-mère. 3 conversations textuelles, toutes avec quelqu'un étiqueté Lola. Bientôt, ce sera fait. Il est parti. Les papiers de la maison sont prêts. Papa dit que l'assurance prend au moins 30 jours. Dean photographia tout avec son propre téléphone, les mains tremblantes. 8 ans de mariage. 8 ans de Grace lui préparant du café chaque matin, riant à ses blagues stupides sur la sécurité incendie, lui tenant la main pendant les films. Il la confronta cette nuit-là. « Qui est Lola » demanda-t-il, brandissant le téléphone secret. Le visage de Grace pâlit, puis rougit. « Dean, je peux expliquer. » « Expliquer quoi ? Expliquer pourquoi tu planifies ma mort ? Ce n'est pas ce que tu penses. » Elle tenta de lui arracher le téléphone. « Papa m'aidait à planifier une surprise. Ton anniversaire, c'est le mois prochain, tu te souviens. Mon anniversaire, c'est en mars, Grace. Nous sommes en octobre. » Elle se mit à pleurer alors, le genre de larmes désespérées qui l'aurait peut-être trompé un an plus tôt. « S'il te plaît, Dean, je t'aime. Je ne te ferai jamais de mal. » Mais cette nuit-là, elle lui fit du thé, de la camomille au miel, exactement comme il l'aimait. Et Dean, malgré tout, le but parce qu'il voulait la croire. Il se réveilla 3 jours plus tard à l'hôpital général de Millfield avec des brûlures au 2e degré aux mains et aux bras, ses poumons donnant l'impression qu'il avait respiré du verre. « Fuite de gaz », expliqua le chef des pompiers. Ray Hollowell se tenait à ses côtés. Ray, que Dean avait formé en tant que jeune pompier 5 ans plus tôt. Ray, avec sa mâchoire d'acteur hollywoodien et son habitude d'appeler Dean « patron », même s'ils avaient maintenant le même grade. « Heureusement que tu t'es réveillé quand tu l'as fait », dit Ray. Quelques minutes de plus et... Grace serra l'épaule non brûlée de Dean. « Je t'ai trouvé sur le sol de la cuisine. » La cuisinière fuyait le gaz partout. « J'ai dû te traîner dehors. » Dean regarda Ray, puis Grace. Le poignet gauche de Ray portait une cicatrice distinctive due à un accident d'entraînement. Une marque incurvée comme un croissant de lune. Dean se souvenait l'avoir suturé lui-même avec la trousse de premier secours. Dans son lit d'hôpital, Dean ferma les yeux et fit semblant de dormir. Mais il réfléchissait. Grace l'avait trouvé sur le sol de la cuisine. Elle disait l'avoir traîné dehors. Mais Dean se souvenait d'être près de la cuisinière, il se souvenait de Grace dans l'embrasure de la porte, il se souvenait de l'allumette dans sa main et de la voix de Grace disant « Fais-le ». Était-ce réel ? Le médecin disait que l'inhalation de fumée pouvait provoquer des hallucinations. Mais si c'était une hallucination, pourquoi se souvenait-il du vernis à ongles rouges cerise de Grace ? Pourquoi se souvenait-il de la façon dont elle avait souri ? Infirmière, appela Dean quand Grace sortit prendre un
Café. J'ai quelque chose à vous demander. Hélène Morrison travaillait à l'hôpital général de Millfield depuis 15 ans. C'était le genre d'infirmière qui se souvenait du nom de chacun et qui se souciait réellement de savoir si vous alliez vivre ou mourir. Qu'est-ce qui te tracasse, mon chou? Quand ils m'ont amené, étais-je inconscient? À peine. Tu n'arrêtais pas de marmonner des choses sur les allumettes et les pas de porte. Hélène vérifia son dossier en fronçant les sourcils. Ta femme a dit que tu étais somnambule quand la fuite a commencé. Elle a dit que tu devais avoir heurté la cuisinière. Elle a dit autre chose? Hélène jeta un coup d'œil vers le couloir, puis se pencha plus près. Elle a d'abord demandé à propos de ton assurance, avant même que les médecins n'aient fini de t'examiner. Le sang de Dean se glaça. Mon chou, dit Hélène doucement. J'ai vu beaucoup d'accidents de mon temps. Les fuites de gaz ne brûlent généralement pas les gens en motif d'empreinte de main parfaite. Elle avait raison. Dean regarda ses mains bandées. Les brûlures n'étaient pas aléatoires. Elles étaient concentrées exactement là où quelqu'un pourrait saisir une surface chaude ou là où quelqu'un pourrait lutter pour s'éloigner des flammes. Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôpital, Dean eut sa première vision. Du moins, c'est ainsi qu'il l'appela. Il était allongé dans son lit, les yeux fermés, quand soudain, il put voir Grace errer sur le parking de l'hôpital. Il ne se souvient de rien, disait Grace. La fumée a fait quelque chose à son cerveau. Tu es sûr? La voix de Ray. Parce que s'il comprend, il ne. Et s'il le fait, on s'en tient au plan. Veuve éplorée, accident tragique. Ray passa ses bras autour de Grace. Combien de temps devons-nous attendre? Papa dit 6 mois minimum. Les compagnies d'assurance deviennent méfiantes si c'est trop tôt. Dean ouvrit les yeux. La vision s'estompa. Hallucination. Se dit-il. Réaction au traumatisme. Mais la conversation semblait réelle. Chaque mot était cristallin. Le lendemain matin, Grace lui apporta des fleurs et des biscuits faits maison. Je pensais que tu en avais peut-être marre de la nourriture d'hôpital, dit-elle en arrangeant des marguerites dans un vase en plastique. Ce sont mes préférés, dit Dean en prenant une bouchée. Flocons d'avoine et pépites de chocolat. Grace les préparait depuis leur deuxième rendez-vous. Je sais. Elle l'embrassa sur le front. Je sais tout de toi, Dean. C'est pour ça que je t'aime tant. Mais quand elle partit, Dean se surprit à penser à la vision, au poignet cicatrisé de Ray, à la façon dont Grace avait souri dans l'embrasure de la porte pendant qu'il brûlait. Il prit une décision. S'il pensait qu'il était atteint au cerveau, s'il pensait qu'il ne se souvenait de rien, il les laisserait le croire. Il jouerait la victime confuse pendant qu'il découvrirait la vérité. Parce que Dean Lambert avait passé 20 ans à enquêter sur les incendies. Il connaissait la différence entre un accident et un incendie criminel, et il commençait à soupçonner que sa propre femme avait tenté de le tuer. Dean passa 5 jours à l'hôpital à jouer le rôle de la victime confuse. Il posait les mêmes questions à plusieurs reprises, prétendait ne pas se souvenir de choses élémentaires comme son numéro de sécurité sociale ou l'endroit où il gardait ses outils. Grace a tout gobé. Le médecin dit que ça pourrait être temporaire, dit-elle à Harold lors d'une de leurs visites au chevet. L'inhalation de fumée peut causer des problèmes de mémoire. Harold Brennan ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme froid et calculateur qui mesurait la valeur humaine en dollars et en cents. Il avait fait fortune dans le droit des assurances, se spécialisant dans les litiges. L'ironie ne lui échappa pas, a-t-il posé des questions sur les finances, voulait savoir Harold. Pas une seule fois. Il ne se souvient même plus de notre date d'anniversaire. Dean se souvenait de tout, y compris de leur anniversaire, le 15 juillet, le jour où ils s'étaient mariés dans le jardin de Harold, parce que Grace voulait quelque chose d'intime. Ce qu'il commençait à oublier, c'était pourquoi il leur avait un jour fait confiance à l'un ou l'autre. Les visions continuèrent, pas tous les jours, mais assez souvent pour que Dean commence à les chronométrer. Elles duraient généralement 5 à 10 minutes, lui montrant toujours des scènes en temps réel dont il ne pouvait pas être témoin. Grace errait au Sunset Motel sur la route 9. Harold conseillant Grace sur les larmes qui fonctionnaient le mieux devant les enquêteurs des assurances. Ray s'entraînant à son expression de collègue choqué devant son miroir de salle de bain. Hélène remarqua l'amélioration de Dean avant tout le monde. « Tu te souviens de plus de choses, n'est-ce pas » demanda-t-elle lors de sa dernière nuit à l'hôpital. Dean avait été surpris en TRA. De calculer la superficie de sa chambre. Une habitude automatique pour un inspecteur des incendies.
Un peu. Tu veux un conseil? Toujours. Hélène s'assit au bord de son lit. Je suis infirmière depuis 15 ans. J'ai vu des conjoints en deuil et j'en ai vu des coupables. Ta femme n'est pas en deuil. Que veux-tu dire? Elle planifie chaque conversation qu'elle a avec son père. Ils discutent de timing et d'argent. Elle m'a posé des questions sur ton calendrier de rétablissement. Pas parce qu'elle s'inquiète pour ta santé, mais parce qu'elle s'inquiète pour son emploi du temps. Dean sentit quelque chose de froid se nicher dans son estomac. Que dois-je faire? Sois prudent et documente tout. Quoi qu'il planifie, il pense que tu es trop atteint au cerveau pour les arrêter. Quand Dean rentra chez lui, Grace avait préparé son dîner préféré. Un rôti de bœuf avec des pommes de terre et des haricots verts, comme sa mère les faisait. Elle avait même allumé des bougies. Bienvenue à la maison, dit-elle en l'embrassant doucement. Je sais que ça a été horrible, mais nous allons nous en sortir. Dean regarda leur maison avec de nouveaux yeux. La cuisine avait été entièrement rénovée. Nouvelle cuisinière, nouvelles armoires, peinture fraîche. Aucun signe qu'il y avait jamais eu un incendie. L'assurance a tout couvert, expliqua Grace. Harold m'a aidé à déposer les réclamations. Nous devrions même en sortir avec un bénéfice. Un bénéfice? Le règlement était supérieur au coût des réparations. Il nous restera assez pour ces vacances à Hawaï dont tu rêvais. Dean n'avait jamais mentionné vouloir aller à Hawaï. Il détestait l'avion et avait le mal de mer sur les bateaux. Mais il sourit et hocha la tête. Ça a l'air merveilleux. Cette nuit-là, pendant que Grace dormait, Dean explora sa propre maison comme une scène de crime. Il trouva des reçus glissés dans des livres de cuisine, des frais d'hôtel, des notes de restaurant, tous datés des 6 derniers mois, alors qu'il travaillait tard. Il trouva un relevé de cartes de crédit caché derrière leurs photos de mariage montrant des achats chez Victoria's Secret et dans des restaurants chers où il n'était jamais allé. Dans la boîte à bijoux de Grace, sous les perles où il avait trouvé le téléphone secret, il découvrit quelque chose de nouveau, une clé de coffre-fort à la First National Bank of Millfield. Le lendemain matin, Grace annonça qu'elle allait à nouveau aider son père. Il organise son testament, dit-elle, appliquant son vernis à ongles rouges cerise à la table de la cuisine. Il veut s'assurer que tout est en ordre. Combien de temps cela prendra-t-il? Quelques heures. Peut-être que je resterai pour le dîner. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Avec tout ce qui s'est passé, je pense que papa a besoin de compagnie. Dean était dérangé. Il était très dérangé, mais il sourit et dit, bien sûr que non. Prends tout le temps qu'il te faut. Dès que Grace partit, Dean se mit au travail. 20 ans en tant qu'inspecteur des incendies lui avaient appris la préservation des preuves et les techniques de surveillance. Il se rendit à Radio Shack dans la ville voisine et acheta tout ce dont il avait besoin. Caméra activée par le mouvement, enregistreurs vocaux numériques, dispositif de suivi GPS. Il installa des caméras dans leur chambre, le salon et le bureau de Harold. Grace lui avait donné une clé des années auparavant pour les urgences. Il plaça des dispositifs de suivi sur la voiture de Grace et dans son sac à main. Il enregistra chaque conversation téléphonique et photographia chaque document qu'il put trouver. La première percée majeure eut lieu un jeudi soir. Dean était censé faire la sieste quand Grace ramena Ray à la maison. « Tu es sûr qu'il dort ?» demanda Ray alors qu'il s'installait sur le canapé du salon. « Il prend ses antidouleurs tous les soirs. Il sera assommé pendant des heures. » Dean observa à travers une fissure de la porte de la chambre sa femme, avec qui il était marié depuis 8 ans, embrasser un autre homme dans leur salon. Les mains de Ray étaient partout sur elle et Grace riait. Réellement riait. « Mon Dieu, ça me manquait. » dit-elle. Devoir faire semblant de me soucier de lui est épuisant. Encore 6 mois, dit Grace. Ensuite, nous pourrons être ensemble pour de bon. À moins qu'il ne se souvienne. Il ne le fera pas, regarde-le. Il peut à peine lasser ses chaussures. La fumée a fait quelque chose à son cerveau. Grace enjamba Ray sur le canapé. Et si ce n'était pas le cas? Et s'il faisait semblant? Alors nous accélérons le calendrier. Ce qui veut dire? La voix de Ray baissa jusqu'à un murmure. Ce qui veut dire un autre accident. Cette fois, nous nous assurons qu'il ne se réveille pas. Les mains de Dean se serrèrent en poing. 8 ans. 8 ans à lui faire du café chaque matin. À la tenir quand elle faisait des cauchemars. À croire que elle l'aimait.
Mais il resta silencieux. Il resta patient. Il documenta tout. Les caméras cachées capturèrent tout. Grace et Ray planifiant leur avenir ensemble. Harold les cochant sur le droit des assurances. Grace falsifiant la signature de Dean sur des documents transférant de l'argent vers des comptes offshore. 2 semaines après être rentré de l'hôpital, Dean avait suffisamment de preuves pour les détruire tous les 3. Mais la preuve n'était pas la vengeance. La vengeance exigeait de la créativité. Le premier arrêt de Dean fut l'ancienne caserne de pompiers abandonnée à la périphérie de la ville. Le bâtiment avait été condamné après que des coupes budgétaires eurent forcé le service à fusionner, mais Dean avait toujours les clés. En tant qu'inspecteur des incendies, il était censé vérifier périodiquement les bâtiments condamnés. Le sous-sol était parfait. Murs en béton, portes en acier, surtout, un système de tunnels qui se connectait aux anciens égouts de la ville. Dean avait découvert les tunnels lors de son inspection initiale 3 ans plus tôt. Ils avaient été construits dans les années 1940 comme abris anti-bombes potentiels, puis oubliés jusqu'à ce que des explorateurs urbains commencent à les cartographier dans les années 90. Travaillant uniquement la nuit, Dean commença à transformer le sous-sol en son centre de commandement. Il installa le matériel de surveillance volé, créa des dossiers pour chaque preuve qu'il avait recueillie et construisit ce qu'il appelait en privé sa police d'assurance, un coffre-fort ignifuge contenant des copies de tout. Mais la pièce maîtresse de son opération était la chaufferie. Dean avait toujours été doué de ses mains, et 20 ans d'enquête sur les incendies lui avaient appris les accélérants, les schémas d'ignition et la chimie précise des brûlures contrôlées. Il ne prévoyait d'éliminer personne. Dean n'était pas un meurtrier, quoique Grace et Ray pussent penser de lui, mais il prévoyait de laisser des marques qui dureraient éternellement. Le fer à marquer était l'idée de Ray, en fait. Dean avait écouté l'une de leurs conversations enregistrées lorsque Ray avait plaisanté sur le fait de marquer son territoire. « Je devrais te marquer au fer rouge », avait dit Ray à Grace. « Que tout le monde sache que tu es à moi. » Grace avait ri. « Tu utiliserais quoi? Tes initiales? Les tiennes? Oui. J'ai pour Grace. Juste ici. » Il toucha sa hanche. « Pour que chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tu te souviennes à qui tu appartiens. » Dean avait souri dans l'obscurité de sa voiture. Ray voulait marquer Grace. Dean marquerait Ray. Le fer prit 3 jours à forger. Dean utilisa de l'acier de récupération de l'ancienne caserne de pompiers, le chauffant avec un chalumeau qu'il avait emprunté au service d'entretien de la ville. La lettre G mesurait 5 cm de haut, conçue pour brûler profondément et cicatriser de façon permanente. Pendant qu'il travaillait, Dean rechercha l'emploi du temps de Ray. L'homme était prévisible. Gym tous les lundis, mercredis et vendredis à 6 heures. Café avec ses amis pompiers tous les mardis. Dîner avec sa mère tous les dimanches. Et chaque jeudi soir, il se rendait à l'ancien silo à grains abandonné du côté nord de la ville pour fumer de la marijuana et envoyer des SMS à Grace. Dean le savait car il l'avait suivi. Le 3e jeudi d'octobre, Dean envoya un SMS à Ray depuis le téléphone de Grace. « Rejoins-moi à l'ancienne caserne de pompiers ce soir, 20 h. J'ai une surprise pour toi. » Ray arriva à 19h55, empressé et sans méfiance. Il trouva la porte du sous-sol déverrouillée, comme le texte l'avait promis. « Grace, » appela-t-il, descendant les escaliers. « Tu es là. » Le sous-sol était sombre, à l'exception d'un éclairage d'urgence rouge que Dean avait aménagé pour créer une atmosphère. Ray se déplaça avec prudence, appelant le nom de Grace. « Juste ici, » dit Dean, sortant de l'ombre. Ray se retourna, son visage passant de la confusion à la reconnaissance, puis à la peur. « Dean, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais. » « Écoute, mec, je ne sais pas ce que Grace t'a dit. Elle ne m'a rien dit. J'ai vu par moi-même. » Dean brandit son téléphone, montrant à Ray l'une des vidéos enregistrées. « Joli canapé, au fait. Je l'ai choisi moi-même. » La main de Ray se dirigea vers sa poche, probablement pour atteindre son téléphone ou ses clés. Dean fut plus rapide. 20 ans de lutte contre les incendies maintenaient un homme en forme. Le combat fut bref mais violent. Ray était plus jeune et plus fort, mais Dean avait la rage de son côté. Il avait aussi l'avantage de connaître la disposition du sous-sol. Lorsque Ray frappa, Dean esquiva et le laissa frapper le mur de béton. Lorsque Ray tenta de s'enfuir, Dean le plaqua près de l'ancienne fournaise. « Tu veux une marque ?» demanda Dean, tenant le fer à marquer chaud à quelques centimètres du visage de Ray.
Voyons comment tu aimes être marqué. Jésus-Christ. Dean, ne fais pas ça. Pourquoi pas? Tu prévoyais de m'éliminer à nouveau. Les yeux de Ray s'écarquillèrent. T'éliminer? De quoi tu parles? La fuite de gaz, l'accident, Grace allumant l'allumette pendant que je brûlais. C'était l'idée de Grace. Je lui ai dit que nous devrions simplement divorcer. Dean sourit. Ray disait enfin la vérité. Où? Demanda Dean. Quoi? Où devrais-je te marquer? Grace a dit que tu voulais la marquer sur la hanche. Devrais-je te rendre l'appareil? Dean, s'il te plaît. Le fer brûla le poignet gauche de Ray, juste au-dessus de son ancienne cicatrice d'entraînement. Le cri de Ray résonna dans le sous-sol. Un son de pure agonie qui dura exactement 7 secondes avant qu'il ne s'évanouisse. Quand Ray reprit conscience, Dean pansait la blessure avec une efficacité professionnelle. Félicitations, dit Dean. Tu es maintenant marqué de façon permanente avec l'initiale de Grace. Chaque fois que tu regarderas ton poignet, tu te souviendras pourquoi tu ne voles pas la femme d'un autre homme. Ray pleurait. De grands sanglots de douleur et d'humiliation. Tu es fou. Peut-être, mais je ne suis pas un meurtrier, contrairement à toi et Grace. Dean aida Ray à se relever. Voici ce qui va se passer. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à tes choix de vie. Tu ne vas pas parler de cette conversation à Grace. Tu ne vas pas contacter la police. Tu vas prier pour que je ne décide pas d'intensifier les choses. Et si je ne le fais pas? Dean montra à Ray une tablette affichant des dizaines de vidéos de surveillance. Grace falsifiant des documents. Harold discutant de meurtre pour l'argent de l'assurance. Ray parlant d'accélérer le calendrier. Alors tout le monde à Millfield verra à quoi ressemble un menteur, un tricheur, un aspirant meurtrier. Ray trébucha dans les escaliers du sous-sol, serrant son poignet marqué. Dean le regarda partir en voiture, puis nettoya le sous-sol et rentra chez lui. Grace l'attendait avec un chocolat chaud et des yeux inquiets. Où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude. Je ne pouvais pas dormir. J'ai fait un tour en voiture. Elle lui toucha le front. Tu sembles tendu. Tout va bien? Dean l'embrassa sur la joue, goûtant son parfum et ses mensonges. Tout est parfait. Mais Ray appelait déjà le téléphone de Grace, et Dean pouvait entendre chaque mot grâce au matériel de surveillance qu'il avait installé. Il sait, disait Ray. Il sait tout. Et Grace, il n'est pas atteint au cerveau. Il a fait semblant tout le temps. Le visage de Grace pâlit. Elle entra dans la salle de bain, pensant probablement que Dean ne pouvait pas l'entendre. Que veux-tu dire par il sait? Je veux dire qu'il m'a montré des vidéos de nous ensemble. Il m'a marqué au fer, Grace. Il a mis ton initiale sur mon bras avec un fer rouge. T'as marqué? Comme du bétail? Je ne mourrai pas pour toi. Trouve un autre moyen d'obtenir son argent. Grace mit fin à l'appel et se regarda dans le miroir de la salle de bain. Quand elle en sortit, elle souriait à nouveau. Tout va bien, demanda Dean. Bien sûr. Pourquoi pas? Mais Dean pouvait voir son esprit travailler, calculer, planifier. Si Ray ne l'aidait plus, elle aurait besoin d'une autre approche. Et Grace Brennan n'avait jamais été femme à accepter la défaite. La prochaine décision de Grace fut prévisible. Elle appela son père. Dean écouta leur conversation grâce au micro qu'il avait installé dans le bureau de Harold. Ils se rencontrèrent le soir suivant chez Harold, une vaste demeure coloniale qui criait « vieille fortune » et « secret plus ancien ». Ray est compromis, dit Grace à son père. Dean lui a fait quelque chose. Il ne nous aidera plus. Harold se servit un whisky. Il n'en avait pas offert à Grace. Dean le remarqua. Même dans la conspiration criminelle, Harold maintenait sa distance émotionnelle avec sa fille. Qu'a fait Dean? Ray a dit qu'il l'avait marqué au fer. Je pensais qu'il exagérait, mais j'ai vu le bandage. C'est grave, papa. Ray a peur. Alors nous procédons sans Ray. Comment? Nous avions besoin de lui pour que le deuxième accident ait l'air crédible. Un capitaine des pompiers confirmant une défaillance d'équipement. C'est crédible. Sans le témoignage de Ray, la compagnie d'assurance enquêtera. Harold était assis derrière son bureau en acajou, le même bureau où il avait conseillé Grace sur les techniques de séduction 8 ans plus tôt.
Dean avait trouvé les enregistrements dans le coffre-fort de Harold. Des heures de Harold enseignant à sa fille comment identifier les hommes riches et solitaires et exploiter leur vulnérabilité. Dean n'avait pas été la première victime de Grace. Il avait été la plus fructueuse. Nous n'avons pas besoin de Ray, dit Harold finalement. Nous avons besoin que Dean ait un accident qui ne nécessite aucune explication. Quelque chose d'évident. Crise cardiaque, AVC, accident de voiture. Il a 42 ans et est en bonne santé. La santé est une condition temporaire, surtout pour quelqu'un ayant de l'hypertension. Dean n'avait pas d'hypertension, mais Harold atteignait déjà son téléphone. J'ai un contact à la pharmacie, quelqu'un qui peut modifier les prescriptions. Papa, non, je ne vais pas l'empoisonner lentement. Ça pourrait prendre des mois. Pas de poison, une surdose. Ces analgésiques. Accident tragique, un homme prend trop de pilules en luttant contre le traumatisme de l'incendie. Très crédible. Grace considéra cela. Combien de temps cela prendrait-il? Une semaine, peut-être 2. Cela dépend de la posologie et du moment. Dean en avait assez entendu. Il quitta le bureau de Harold et rentra chez lui, son esprit bouillonnant de possibilités. Il prévoyait de l'éliminer dans les 2 semaines. Il avait ce délai pour les détruire en premier. Le lendemain matin, Dean passa des appels téléphoniques. Son premier appel fut à Janet Hollowell, la femme de Ray. Janet était institutrice dans l'école de Grace, une femme calme qui s'était toujours sentie mal à l'aise avec les collègues de son mari. Janet, c'est Dean Lambert. Dean, comment te sens-tu? Ray m'a parlé de l'accident. Mieux chaque jour. Écoute, je me demandais si toi et Ray ne voudriez pas venir dîner ce week-end. Grace a vraiment envie de cuisiner pour des amis. Une pause. C'est gentil, mais Ray travaille beaucoup ces derniers temps. Double quart. Dean afficha ses images de surveillance sur son ordinateur portable. La voiture de Ray avait été au Sunset Motel pendant 3 heures l'après-midi précédent. Eh bien, s'il change d'avis, fais-le-moi savoir. Oh, et Janet, si jamais tu as besoin de parler de quoi que ce soit, absolument n'importe quoi, tu peux m'appeler. Une autre pause. D'accord, merci, Dean. Janet savait. Peut-être pas les détails, mais elle savait que quelque chose n'allait pas dans son mariage. Le deuxième appel de Dean fut au capitaine Steve Morrison du service des pompiers. Steve était le mari d'Hélène et l'ancien superviseur de Dean. Steve, j'ai besoin d'une faveur. Dis-le. J'ai besoin d'accéder au dossier personnel de Ray Hollowell. Dean, tu sais que je ne peux pas. Steve, je te le demande en ami. Quelque chose ne va pas avec mon accident. Steve resta silencieux un long moment. Quel genre de pas bien? Le genre qui pourrait blesser d'autres personnes si nous ne le découvrons pas passe ce soir après le changement d'équipe. Et Dean, cette conversation n'a jamais eu lieu. Le dossier personnel de Ray se révélait une lecture intéressante. 3 plaintes de collègues féminines pour comportement inapproprié. 2 incidents impliquant du matériel manquant qui fut plus tard retrouvé dans le véhicule personnel de Ray. Une réprimande formelle pour avoir bu en service. Mais l'élément le plus intéressant était les informations d'assurance de Ray. Il avait récemment augmenté sa couverture d'assurance via un demi-million de dollars et désigné Grace comme sa deuxième bénéficiaire. Grace couvrait ses arrières. Si elle ne pouvait pas éliminer Dean proprement, elle éliminerait aussi Ray et encaisserait les 2 polices. Dean photographia tout et rendit le dossier à Steve. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» demanda Steve. « Plus que je ne voulais. »« Besoin de renfort ?» Dean y réfléchit. Steve Morrison était un homme bon, mais c'était personnel. « Pas encore, mais je te le ferai savoir. » Le troisième appel de Dean fut au docteur Patricia Vance, son médecin. Le docteur Vance traitait la famille de Dean depuis 15 ans, et c'était elle qui lui avait prescrit ses analgésiques après l'incendie. « Docteur Vance, c'est Dean Lambert. J'ai une question concernant ma prescription. » Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas exactement, mais je me suis embrouillé avec les dosages. Ma femme m'a aidé à suivre, mais je veux m'assurer que je n'en prends pas trop. De quel médicament parlez-vous? L'oxycodone que vous avez prescrit après l'incendie, docteur? Le docteur Vance resta silencieux un instant. Dean, je n'ai jamais prescrit d'oxycodone. Je vous ai donné de l'ibuprofène et un léger relaxant musculaire. Tous 2 en vente libre.
Le sang de Dean se glaça. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Apportez-moi les flacons. Tous. Je veux voir exactement ce que vous avez. Dean se rendit au cabinet du docteur Vance avec toutes les boîtes de pilules que Grace lui avait données. Le docteur Vance les examina avec une alarme grandissante. Dean, ce ne sont pas vos prescriptions. Les étiquettes sont fausses. De bonne qualité, mais fausses. Et ceci? Elle brandit un flacon de pilules blanches. C'est du fentanyl. Très forte dose. Du fentanyl. Un opioïde synthétique. 50 fois plus fort que des substances illicites. Si vous les aviez prises comme indiqué, vous seriez mort. Mais je les ai prises. Le docteur Vance parut confuse. C'est impossible. Vos analyses de sang de la semaine dernière ne montraient aucune trace d'opioïde. Dean pensa aux pilules que Grace lui apportait chaque soir avec un verre d'eau. Il pensa à son habitude d'escamoter des pièces de monnaie avec les tours de magie qu'il avait appris enfant, les faisant disparaître et réapparaître. Il avait escamoté les pilules sans s'en rendre compte. Une vieille mémoire musculaire d'enfance. Grace pensait qu'elle l'empoisonnait lentement, mais il avait inconsciemment sauvé sa propre vie. Docteur Vance, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Quoi? J'ai besoin que vous appeliez la police. Mais le docteur Vance atteignait déjà son téléphone. Dean, quelqu'un a essayé de vous éliminer. C'est une tentative de meurtre. Je sais. Et je sais qui. Le détective Mike Torres travaillait aux homicides depuis 12 ans, mais il n'avait jamais vu d'affaire tout à fait comme celle de Dean Lambert. Les preuves étaient accablantes, vidéos de surveillance, fausses prescriptions, dossiers financiers montrant un vol systématique, conversations enregistrées discutant de meurtre pour de l'argent d'assurance. C'est suffisant pour les envoyer tous les trois derrière les barreaux pour le reste de leur vie, dit Torres, examinant les dossiers de Dean. Votre femme, son père, et Ray Hollowell. Complicité de tentative de meurtre, fraude à l'assurance, usurpation d'identité. Le procureur va adorer ça. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison, dit Dean. Torres parut confus. Que veux-tu? Je veux qu'ils soient complètement détruits. Tout ce pourquoi ils ont travaillé, tout ce qu'ils pensent être. Je veux qu'ils perdent tout de la manière la plus publique possible. Dean, je comprends que tu sois en colère. La colère ne suffit pas. Ils ont essayé de me brûler vif. Ils m'ont lentement empoisonné pendant des semaines. Grace a volé de l'argent de nos comptes tout en faisant semblant de me soigner. Je veux la justice, détective. La vraie justice. Torres s'adossa à sa chaise. Qu'avez-vous en tête? Dean sourit. Avez-vous déjà entendu parler de l'Expo de la sécurité incendie de Millfield? L'Expo de la sécurité incendie était un événement annuel où les services d'incendie locaux présentaient leur équipement et informaient le public sur la prévention des incendies. L'expo de cette année était prévue pour le samedi précédent Halloween dans le gymnase du lycée. Dean devait donner une présentation sur la sécurité incendie résidentielle. Le genre de discours technique ennuyeux qui attirait généralement une trentaine de personnes. Cette année allait être différente. Dean passa la semaine à préparer sa présentation avec la rigueur d'un procureur bâtissant un dossier. Il édita des heures de vidéos de surveillance pour en faire un récit captivant, avec horodatage et amélioration audio. Il rassembla les dossiers financiers, les documents falsifiés et les conversations téléphoniques enregistrées en une chronologie exhaustive de la conspiration contre lui. Il passa également quelques appels téléphoniques stratégiques à Janet Hollowell. Janet, je pense qu'il y a des choses à savoir sur Ray. Peux-tu me rencontrer à l'expo de la sécurité incendie samedi? Au directeur de Grace à l'école primaire, il y a des préoccupations concernant la conduite de Grace dont je pense que vous devriez être au courant. Aux anciens partenaires de Harold, j'ai des informations sur Harold Brennan qui pourraient affecter la réputation de votre cabinet. Aux collègues pompiers de Ray, vous voudriez peut-être voir ce que Ray fait pendant son temps libre. Le vendredi soir, Dean avait confirmé que près de la moitié de la ville serait présente à l'expo du samedi. Grace prévoyait même d'y assister. Je suis tellement fier de toi de te remettre au travail, lui dit-elle, appliquant son vernis à ongles rouge cerise à la table de la cuisine. Ça montre un vrai courage après tout ce qui s'est passé. Merci, dit Dean, la regardant peindre ses ongles de main ferme. Les mêmes mains qui avaient falsifié sa signature et essayé de l'empoisonner. Ton soutien signifie tout pour moi. Le samedi matin arriva, vif et clair. Un temps parfait pour détruire 3 vies.
Dean arriva tôt au lycée pour installer son équipement. Le gymnase bourdonnait déjà d'activités, des camions de pompiers exposés, des détecteurs de fumée en démonstration, des enfants essayant des casques de pompiers. Grace arriva à 10 heures, magnifique dans une robe bleue que Dean lui avait achetée pour leur anniversaire. Elle l'embrassa sur la joue et trouva une place au premier rang. « Bonne chance », murmura-t-elle. Harold arriva 20 minutes plus tard, distingué dans son costume coûteux. Il hocha la tête à Dean avec ce qui aurait pu être de l'approbation. Ray fut le dernier des conspirateurs à arriver. Dean pouvait voir le bandage sur son poignet où le jet cicatrisait. Ray s'assit à l'arrière, espérant probablement éviter l'attention. À 11 heures, Dean fut présenté par le capitaine Morrison comme un fonctionnaire dévoué qui a surmonté d'énormes défis personnels cette année. Le public applaudit poliment alors que Dean s'approchait du podium. Il regarda la foule, 300 personnes, peut-être plus. Grace souriait d'encouragement. Harold vérifiait son téléphone. Réétudiait les panneaux de sortie. « Bonjour », dit Dean au micro. « Je suis ici pour parler de sécurité incendie, mais d'abord, je veux partager une histoire personnelle sur ce qui arrive quand des gens en qui vous avez confiance essaient de vous brûler vif. » Le sourire de Grace vacilla. Harold leva les yeux de son téléphone. Ray commença à se lever, puis se rassit. Dean cliqua sur sa télécommande et l'écran derrière lui se remplit d'images de surveillance de Grace et Ray s'embrassant sur le canapé du salon de Dean. Le public haleta. Quelqu'un à l'arrière dit « Oh mon Dieu !» Voici ma femme, Grace Lambert, et Ray Hollowell, de notre service des pompiers. Ils ont une liaison depuis plus d'1 an. Grace se leva d'un bond. Dean, arrête ça. Pourquoi? Parce que c'est embarrassant? Parce que tout le monde regarde? La vidéo suivante montrait Grace falsifiant la signature de Dean sur des documents d'assurance pendant que Harold la coachait. L'audio était cristallin. Voici Grace avec son père, Harold Brennan, discutant de la manière de voler mon argent de retraite et de le faire paraître légal. Harold se dirigeait déjà vers la sortie, mais Dean avait anticipé cela. Les portes sont verrouillées, annonça Dean. Protocole de sécurité incendie. Une fois la présentation commencée, les sorties restent scellées jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas, ça ne prendra pas longtemps. La série de vidéos suivantes montra les visites de Grace à la pharmacie, les rencontres de Harold avec la compagnie d'assurance, et Ray discutant d'accélérer le calendrier de la mort de Dean. Ils ont essayé de m'éliminer, continua Dean sur un ton de conversation. La fuite de gaz qui m'a envoyé à l'hôpital. Grace l'a provoqué. L'analgésique que je prenais? Du fentanyl assez fort pour abattre un cheval. Le deuxième accident qu'il planifiait, eh bien, écoutons-les en discuter. La voix de Ray remplit le gymnase. Nous lui donnons un coup de pouce. Si ça échoue, appelle papa. Il s'en occupera. Les gens sortaient leur téléphone, enregistrant tout. Grace pleurait, mais ce n'étaient pas les larmes manipulatrices dont Dean se souvenait. C'étaient de vraies larmes de désespoir authentique. La chose fascinante à propos de l'enquête sur les incendies, dit Dean, c'est que tout tourne autour des preuves. Modèle de brûlure, résidus d'accélérant, déclaration de témoins. Dans ce cas, les preuves sont accablantes. Il cliqua sur la dernière vidéo. Grace, debout dans l'embrasure de leur cuisine, regardant Dean allumer l'allumette qui allait brûler leur cuisine et faillit le tuer. Mesdames et messieurs, voici à quoi ressemble une tentative de meurtre. Le gymnase éclata dans le chaos. Les gens criaient, les téléphones clignotaient, et Grace se frayait un chemin à travers la foule vers les portes verrouillées. Le détective Torres et 3 autres policiers entrèrent par les sorties de secours. Ils attendaient dehors, comme Dean l'avait arrangé. Grace Lambert, cria Torres. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude à l'assurance et conspiration. Grace se retourna, son visage un masque de haine. Dean, espèce de bâtard. Tu as planifié ça pendant des semaines, admit Dean. Tout comme tu as planifié de m'éliminer. Torres menota Grace tandis que Harold tentait sans succès de se fondre dans la foule. Ray avait complètement abandonné et était assis sur sa chaise, fixant son poignet marqué. Harold Brennan, annonça Torres. Vous êtes en état d'arrestation en tant que complice de tentative de meurtre et de conspiration. C'est un coup monté, cria Harold. J'exige de parler à mon avocat. Vous êtes un avocat, fit remarquer Dean. Où l'étiez jusqu'à aujourd'hui?
Ray ne résista pas quand ils l'arrêtèrent. Il regarda Dean avec quelque chose qui aurait pu être du respect. « Tu nous as tous dupés, dit Ray. »« J'ai appris des meilleurs, » répondit Dean. « Ta petite amie m'a appris que les gens voient ce qu'ils veulent voir. » Alors que la police emmenait sa femme, Grace se retourna une dernière fois vers Dean. « Je t'aimais, dit-elle. »« Non, » répondit Dean. « Tu aimais ce que je pouvais te donner. Il y a une différence. » Le gymnase se vida lentement alors que les gens sortaient, parlant avec enthousiasme de ce dont ils avaient été témoins. Dean resta au podium, rangeant son équipement. Janet Hollowell l'approcha alors qu'il enroulait ses câbles. « Merci, dit-elle simplement. »« Pourquoi ? » ?»« Pour m'avoir montré la vérité. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrêtais pas de trouver des excuses. » Elle regarda son alliance. « Ray me ment depuis des mois. Je suis désolé que vous ayez dû l'apprendre de cette façon. »« Non, vous ne l'êtes pas, » dit Janet avec un sourire triste. « Et vous ne devriez pas l'être. Il a fait ses choix. » Le docteur Vance apparut au coude de Dean. « Comment vous sentez-vous ? » « Plus léger, » dit Dean. « Beaucoup plus léger. » Le capitaine Morrison fut le dernier à l'approcher. « Sacrée présentation. »« Merci. Que allez-vous faire maintenant ?» Dean regarda le gymnase vide, à l'endroit où son mariage de 8 ans était mort devant 300 témoins. « Je n'ai pas encore décidé. »« Eh bien, quand vous déciderez, faites-le-moi savoir. Le service des pompiers aurait besoin de quelqu'un avec vos compétences d'enquêteur. » Dean sourit. « J'y penserai. » Les procès furent une sensation médiatique qui dura tout l'hiver et jusqu'au printemps. L'avocat de la défense de Grace tenta de plaider la folie temporaire due au stress financier. L'avocat de Harold affirma qu'il ne faisait que donner des conseils juridiques à sa fille. Ray plaida coupable de conspiration et obtint la peine la plus légère, 5 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 3. Grace écopa de 15 ans à perpétuité. Harold de 25 ans à perpétuité. Dean assista chaque jour à leur procès, assis au premier rang où il pouvait le voir. Il ne parla jamais aux journalistes et ne donna aucune interview. Il se contenta de regarder le système judiciaire détruire méthodiquement les personnes qui avaient tenté de le détruire. La maison fut vendue en avril pour plus que Dean ne l'avait espéré. La notoriété l'avait rendu célèbre localement, et un podcasteur spécialisé dans les crimes vrais de Columbus l'acheta comme investissement de recherche. Dean se moquait de ce qu'il adviendrait. Il ne garda que ce qui tenait dans son camion, quelques vêtements, ses outils et une photo de ses parents, décédés quand il avait 25 ans. Tout le reste meubles, vaisselle, cadeaux de mariage, 8 ans de vie conjugale accumulés au fut donné à une œuvre de charité ou à la décharge. Son dernier jour à Millfield, Dean se rendit au cimetière où ses parents étaient enterrés. Il avait visité leur tombe chaque mois pendant 17 ans, mais ce serait sa dernière visite. « Je pars », leur dit-il, déposant des fleurs fraîches sur leur stèle. « Je sais que vous aimiez Grace, mais elle n'était pas celle que nous pensions. » Le vent bruissait dans les chênes que sa mère avait aimés. Dean resta là longtemps, se souvenant des dîners du dimanche et des fêtes d'anniversaire, et de toutes les fois où Grace avait charmé ses parents avec son sourire et ses biscuits faits maison. Sa mère aurait été dévastée d'apprendre la vérité. Son père aurait voulu éliminer Grace lui-même. Peut-être valait-il mieux qu'il ne soit pas là pour le voir. L'arrêt suivant de Dean fut l'ancienne caserne de pompiers où il avait marqué Ray. Le bâtiment devait être démoli à l'automne. La ville avait finalement décidé de vendre le terrain à des promoteurs. Dean voulait le voir une dernière fois. Le sous-sol était exactement comme il l'avait laissé, à l'exception de quelques canettes de bière laissées par des explorateurs urbains. Dean récupéra son équipement de surveillance restant et essuya chaque surface qu'il aurait pu toucher. 20 ans dans l'enquête sur les incendies lui avaient appris la préservation des preuves. Même si les procès étaient terminés, les vieilles habitudes avaient la vie dure. Son dernier arrêt fut la maison de Harold. Dean ne fut pas surpris de trouver la mère de Grace, Eleanor, en train d'emballer des cartons dans la cuisine. Eleanor avait divorcé de Harold 15 ans plus tôt après l'avoir surpris avec sa secrétaire, mais elle était toujours l'exécutrice de sa succession. « Dean, dit-elle, sans lever les yeux d'un carton de porcelaine. Je me demandais quand tu passerais. Comment vas-tu ? » Eleanor rit amèrement. Mon ex-mari est en prison pour avoir essayé d'aider notre fille à t'éliminer. Comment penses-tu que je vais ? Dean s'assit à la table de cuisine de Harold, la même table où Grace avait fait ses devoirs enfants, où Harold avait planifié le meurtre de Dean adulte.
J'ai besoin de te demander quelque chose, dit Dean. Vas-y. Savais-tu ce que Harold a appris à Grace? Eleanor arrêta d'emballer. Tu veux dire, savais-je qu'il la formait à devenir une arnaqueuse? Savais-je qu'il lui apprenait à séduire des hommes riches et à voler leur argent? Oui, je le soupçonnais. Pourquoi penses-tu que je l'ai quitté? Eleanor s'assit en face de Dean. Harold ne faisait jamais rien sans calculer le bénéfice. Quand Grace a commencé à sortir avec toi, il était trop intéressé, trop serviable. Ce n'était pas de la fierté parentale. C'était de l'intérêt professionnel. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? M'aurais-tu cru? Tu étais amoureux de ma fille. Elle était très douée pour ce qu'elle faisait. Dean y réfléchit. Eleanor avait raison. Il ne l'aurait pas cru. Il avait été complètement sous le charme de Grace. Combien y en a-t-il eu d'autres, demanda-t-il. Avant toi. 3 que je connais. Peut-être plus. Eleanor retourna à son emballage. L'un était un banquier à Toledo. L'autre était un médecin à Cleveland. Le troisième était un promoteur immobilier à Cincinnati. Qu'est-il advenu d'eux? Le banquier a perdu sa maison et ses économies. Le médecin a perdu sa pratique. Grace l'a accusé de harcèlement sexuel quand il est devenu méfiant. Le promoteur immobilier? Eleanor marqua une pause. Il s'est éliminé. Dean eut froid. Grace l'avait poussé à l'autodestruction. Harold l'a fait. Quand l'homme a menacé de les exposer, Harold a fait envoyer des photos compromettantes à sa femme et à ses partenaires commerciaux. Le scandale l'a détruit. Il s'est suicidé plutôt que d'affronter l'humiliation. Jésus. Grace était censé être le plan de retraite de Harold, continua Eleanor. Trouver un homme riche, l'épouser, transférer lentement ses avoirs, puis organiser un accident. Tu n'étais que la dernière victime. Mais je n'étais pas riche. Tu avais une bonne assurance et pas de famille pour poser des questions. De plus, ton travail te donnait accès à des bâtiments condamnés où les accidents pouvaient se produire facilement. Eleanor scella un carton avec du ruban adhésif. Harold avait tout compris. Dean resta silencieux, assimilant ces informations. Grace n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait été une prédatrice entraînée par son père à détruire des hommes à des fins lucratives. Le promoteur immobilier qui s'était éliminé aurait pu être Dean si les choses avaient tourné différemment. Où iras-tu? Demanda Eleanor. Vers l'ouest, peut-être le Montana ou le Wyoming. Quelque part où Grace ne pensera jamais à me chercher. Bien. Eleanor lui tendit une enveloppe Kraft. C'est pour toi. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un chèque de $50 000. Qu'est-ce que c'est? L'assurance vie de Harold. Je ne peux pas la garder. Ce serait de l'argent sale. Je ne peux pas la donner à Grace. Évidemment. Tu es ce qui se rapproche le plus d'un fonds d'indemnisation des victimes auquel je puisse penser. Dean regarda le chèque. $50 000 était plus d'argent qu'il n'en avait jamais eu en une seule fois. Eleanor, je ne peux pas. Si, tu peux. Utilise-le pour recommencer. Utilise-le pour construire une vie que Harold et Grace ne pourront jamais toucher. Dean plia le chèque et le mit dans son portefeuille. Merci. Ne me remercie pas, vis bien. C'est la meilleure vengeance contre des gens comme eux. Dean quitta Millfield un mardi matin de mai, roulant vers l'ouest sur l'Interstate 70 avec tout ce qu'il possédait à l'arrière de son pick-up. Il n'avait pas de destination en tête. Il saurait où était le bon endroit quand il le verrait. 3 jours plus tard, il le trouva à Durango, Colorado. C'était une petite ville nichée dans les montagnes, loin de l'Ohio et de tout ce qui lui rappelait Grace. Le service des pompiers locaux embauchait, et le chef semblait impressionné par l'expérience de Dean. « Vous venez très recommandé », dit le chef Martinez, examinant le CV de Dean. « Un capitaine Morrison a dit beaucoup de bien de votre travail. J'espère être à la hauteur. Pourquoi ce changement de carrière? De l'Ohio au Colorado, c'est un grand pas, Dean s'était préparé à cette question. Raison personnelle. J'avais besoin d'un nouveau départ. Le chef Martinez hocha la tête. Nous avons tous besoin de nouveaux départs parfois. Quand pouvez-vous commencer? Demain si vous avez besoin de moi. Dean trouva un appartement avec vue sur la rivière Anima, un petit endroit avec d'immenses fenêtres et une vue sur les montagnes.
Il acheta de nouveaux meubles, accrocha de nouvelles photos et commença lentement à construire une vie qui n'avait rien à voir avec Grace ou Harold ou l'homme qu'il était autrefois. Les cauchemars cessèrent après un mois. La colère mit plus de temps à s'estomper, mais finalement, elle se transforma en quelque chose de plus utile, une détermination à ne plus jamais se laisser manipuler par quiconque. Dean sortait de temps en temps, mais jamais sérieusement. Il avait appris les signes avant-coureurs. Trop d'intérêt trop tôt. Des questions sur les finances déguisées en sollicitude. La recherche subtile de vulnérabilité. Il était devenu un expert pour reconnaître les prédateurs parce qu'il avait été une proie. 2 ans après avoir quitté l'Ohio, Dean reçut une lettre réexpédiée de son ancienne adresse. L'adresse de l'expéditeur était le département correctionnel de l'Ohio. Dean, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais je devais écrire ceci. Je suis désolé. Pas désolé d'avoir été attrapé. Désolé pour ce que je t'ai fait. Tu ne méritais rien de tout ça. Ray m'a dit ce que tu as fait à son poignet. Je suis contente que tu lui aies fait du mal. Il méritait pire. Je voulais que tu saches que je ne l'ai jamais. À mes aimés. Je sais que ça n'a probablement aucune importance pour toi, mais c'est vrai. Il faisait juste partie du plan. La seule personne que j'ai jamais aimée, c'était toi, et je l'ai détruit parce que je suis exactement ce que mon père a fait de moi. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que, quelque part au milieu de tous les mensonges, l'amour que je ressentais pour toi était réel. Grace. PS Papa est mort le mois dernier. Crise cardiaque. Je pensais que tu devrais le savoir. Dean lut la lettre 2 fois, ses mains parfaitement fermes. Grace essayait toujours de le manipuler, même depuis la prison. La déclaration d'amour, les excuses, la nouvelle de la mort de Harold, tout était calculé pour qu'il ressente quelque chose pour elle. Ça ne marcha pas. 3 ans après avoir quitté l'Ohio, Dean fut promu chef des pompiers pour tout le comté. 4 ans après, il acheta une maison dans les montagnes avec une vue qui s'étendait sur des kilomètres. 5 ans après, il rencontra Sarah, une vétérinaire qui le faisait rire et ne posa jamais de questions sur son passé avant qu'il ne soit prêt à le partager. Il lui dit la vérité lors de leur premier anniversaire, s'attendant à ce qu'elle s'enfuit. Au lieu de cela, elle dit « Merci de me faire confiance pour ça. Ça ne te dérange pas que j'ai été si stupide ? Tu n'étais pas stupide. Tu étais confiant. Il y a une différence. » Sarah avait raison. Mais il fallut des années à Dean pour comprendre la distinction. Dean combattait un feu de forêt près de Silverton lorsqu'il reçut l'appel. Un incendie s'était propagé au-delà des lignes de confinement, menaçant une subdivision de maisons de vacances coûteuses. Il coordonnait les largages d'eau lorsque son téléphone satellite sonna. « Chef Lambert, c'est le détective Torres de l'Ohio. Nous avons parlé il y a des années de l'affaire Grace Lambert. » Dean s'éloigna du camion de commandement. « Je me souviens. Que puis-je faire pour vous ? Grace Lambert a été retrouvée morte dans sa cellule ce matin. Apparente autodestruction. Je pensais que vous devriez le savoir. » Dean regarda la fumée monter du flanc de la montagne, ne ressentant rien. Comment ? Elle s'est pendue avec des draps. Elle a laissé une note disant qu'elle ne pouvait pas vivre avec ce qu'elle avait fait. D'autres détails ? La note vous mentionnait. Elle disait qu'elle espérait que vous aviez trouvé la paix. Même dans la mort, Grace essayait de contrôler le récit. Elle voulait que Dean se sente coupable, qu'il se demande si sa vengeance l'avait poussé à l'autodestruction. « Chef, vous êtes toujours là ? » ?»« Je suis là. Merci d'avoir appelé. »« Comment allez-vous, vraiment ?» Dean regarda son équipe. Des hommes et des femmes bons qui le respectaient, lui faisaient confiance, risqueraient leur vie en suivant ses ordres. Il pensa à Sarah qui l'attendait à la maison, probablement en train de préparer le dîner et de regarder les nouvelles sur l'incendie. Il pensa à la vie qu'il avait construite à partir de rien après que Grace eut essayé de le détruire. « Je vais bien, » dit Dean. « Mieux que bien. »« Bien, je suis content. » Dean termina l'appel et retourna combattre l'incendie. Les flammes furent contenues le soir, la subdivision sauvée. Son équipe célébra dans un bar local, offrant des tournées et racontant des histoires de situations dangereuses et d'échappées belles. Dean leva sa bière avec les autres, mais son esprit était ailleurs. Grace était morte. Harold était mort. Ray était probablement sorti de prison maintenant, vivant quelque part avec un poignet cicatrisé et une réputation ruinée.
Les personnes qui avaient essayé de le détruire étaient parties. Mais Dean était toujours là. Toujours à combattre les incendies, toujours à sauver des vies, toujours à construire quelque chose de significatif avec Sarah. Ce soir-là, Sarah le trouva assis sur leur terrasse, regardant les étoiles. « Journée difficile » demanda-t-elle, s'installant à côté de lui. « Grace est morte. » Sarah resta silencieuse un instant. « Qu'est-ce que tu en penses ?»« Libre, » dit Dean, se surprenant par son honnêteté. « Enfin libre. » Sarah lui prit la main. « Bien. » Ils restèrent dans un silence confortable, regardant les étoiles et écoutant le vent dans les pins. Dean pensa à l'homme qu'il était autrefois, l'inspecteur des incendies confiant qui avait cru sa femme quand elle lui avait dit qu'elle l'aimait. Cet homme était parti, consumé comme tout le reste dans l'incendie qui avait marqué le début de sa nouvelle vie. Mais quelque chose de mieux était sorti de ses cendres. Quelque chose de plus fort, de plus sage, plus prudent avec la confiance, mais pas peur de la donner quand elle était méritée. Dean Lambert avait appris la leçon la plus importante de sa vie. Parfois, la seule façon d'éteindre un incendie est de le laisser tout brûler et de repartir à zéro. Les montagnes s'étendaient infiniment devant eux, pleines de possibilités de nouveau départ. Dean serra la main de Sarah et sourit. La braise qui avait failli le détruire l'avait au contraire forgé, le rendant incassable. Et c'était déjà une vengeance suffisante. La lettre arriva un mardi matin de mars, 11 ans après que Dean eut quitté l'Ohio. Il faillit la jeter. L'adresse de l'expéditeur était le centre correctionnel de Dayton, et Dean n'avait aucun intérêt à avoir des nouvelles de Grace ou de quiconque lié à elle, mais quelque chose le poussa à l'ouvrir. Dean. Mon nom est Marcus Ray. Tu te souviens probablement de moi comme Ray Hollowell. J'ai changé de nom après ma sortie de prison. Je te cherche depuis 2 ans. Je sais que tu es au Colorado. J'ai engagé un détective privé. Je connais ton nouveau travail, ta maison, ta petite amie, Sarah. Nous devons parler. Je me rends à Durango. Je serai au Straté Hotel vendredi. Rejoins-moi au bar à 20h, où je commencerai à appeler tes nouveaux amis pour leur dire qui tu es vraiment. Tu crois avoir gagné, mais tu n'as gagné que le premier round. Ray. Dean lut la lettre 3 fois, ses mains parfaitement fermes. Après 11 ans de paix, le passé l'avait rattrapé. Il pouvait ignorer la lettre, bien sûr, laisser repasser ses appels, raconter ses histoires. La vie de Dean au Colorado était assez solide pour survivre à d'anciens ragots de l'Ohio, mais Ray avait mentionné Sarah. Cela dépassait les limites. Dean se rendit au Straté Hotel le vendredi soir, arrivant exactement à 20h. Le bar était faiblement éclairé et presque vide. Quelques touristes, quelques habitants, personne qui se souviendrait des visages. Ray était assis dans un coin, sirotant un whisky. La prison l'avait mal vieilli. Ses cheveux étaient gris, son visage ridé, et il se déplaçait avec la prudence de quelqu'un qui avait passé des années à surveiller ses arrières. La marque sur son poignet était toujours visible. Un jet parfait cicatrisé sur sa peau. Dean. Ray se leva à son approche. Tu as bonne mine. L'air de la montagne te réussit. Ray, tu as l'air d'un zombie. Ray rit. 5 ans au centre correctionnel de Mansfield, ça fait ça à un homme. Dean s'assit en face de Ray, notant les issues de secours, la position des autres clients, le poids du Glock dans son holster d'épaule. Vieilles habitudes. Qu'est-ce que tu veux? Droit au but. J'aime ça. Ray finit son whisky et fit signe pour un autre. Je veux ce que tu m'as pris, c'est-à-dire ma vie, ma carrière, ma femme, ma réputation. Tu as tout jeté quand tu as décidé d'aider Grace à m'éliminer. Grace m'a séduit. Elle m'a manipulé, tout comme elle t'a manipulé. Dean étudia le visage de Ray à la recherche de signes révélateurs. Tu avais l'intention de m'éliminer avant même que Grace ne te touche. J'ai les enregistrements. Ces enregistrements ont été édités. Sortis de leur contexte. Est-ce ce que tu te racontes? Ray se pencha en avant. Tu as détruit 3 vies pour sauver ton propre ego. Grace est morte à cause de toi. Harold est mort en prison à cause de toi. J'ai tout perdu à cause de toi. Et j'ai failli mourir à cause de vous. Tous les 3. Mais tu n'es pas mort. Tu es devenu riche, au lieu de ça. Ray sortit une tablette montrant à Dean des relevés bancaires, des titres de propriété, des relevés d'investissement. Salaire de chef des pompiers, règlement d'assurance,
l'argent de l'assurance vie de Harold. Tu as très bien réussi. Dean réalisa que Ray avait fait plus qu'engager un détective privé. Il avait mené une enquête financière approfondie. Toujours en train d'enfreindre la loi, à ce que je vois. J'ai appris des meilleurs. Tu m'as appris que le système ne fonctionne que pour les gens assez intelligents pour jouer avec. Quel est ton argument? Ray sourit et Dean entrevit l'ancienne arrogance. Mon argument est que tu me dois. Tu m'as coûté 5 ans de ma vie et tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je veux une compensation. Combien? Un demi-million en espèces. Dean rit. Tu es fou. Est-ce que je le suis? Parce que je connais aussi l'incendie que tu as déclenché dans cet entrepôt près de Denver. Celui pour lequel tu as déposé le rapport d'assurance même si tu avais un conflit d'intérêts. Celui qui t'a rapporté 50 000 $ en honoraires de consultant. Le sang de Dean se glaça. L'incendie de l'entrepôt avait été légitime. Une panne électrique, complètement accidentelle. Mais Dean n'avait pas révélé qu'il possédait des actions dans l'entreprise qu'il avait reconstruite. Un conflit d'intérêts mineur, mais suffisant pour détruire sa carrière si cela devenait public. Tu as été occupé. J'ai eu 5 ans et rien d'autre à faire. Réouvrit un dossier montrant à Dean des photographies de sa maison, de son camion, de la clinique vétérinaire de Sarah. Je sais tout de ta nouvelle vie. Où tu travailles, où tu vis, qui tu aimes. Si tu menaces Sarah. Je ne menace personne. Je t'offre un choix. Paie-moi un demi-million et je disparais pour toujours. Elle se refuse, et je commencerai à passer des appels. Dean considéra ses options. Il pouvait payer Ray, mais les maîtres chanteurs ne s'arrêtaient jamais de demander de l'argent. Il pouvait faire arrêter Ray, mais cela exigerait d'expliquer pourquoi Ray le faisait chanter. Il pouvait éliminer Ray, mais Dean n'était pas un meurtrier. Ou il pouvait bluffer. Fais tes appels, dit Dean, se levant. Dis à tout le monde ce que tu veux. Ray parut surpris. Tu es prêt à perdre tout ce que tu as bâti ici? Je ne perds rien. C'est toi qui perds. Dean sortit sa propre tablette, montrant à Ray des images de surveillance de leur conversation actuelle. La vidéo était cristalline, l'audio parfait. Tu viens d'avouer une extorsion de fonds devant la caméra. Tu as également admis avoir piraté des dossiers financiers et m'avoir traqué à travers les États. C'est du ressort fédéral, Ray. L'expression confiante de Ray se fendit. Tu m'enregistrais? Je n'ai jamais cessé d'enregistrer les gens qui essaient de me faire du mal. Vieilles habitudes. Dean montra à Ray d'autres images. Ray rencontrant le détective privé. Ray soudoyant un employé de banque pour les dossiers financiers de Dean. Ray photographiant la clinique de Sarah. Je te surveille depuis ta sortie de prison. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais pas quelqu'un fouiller dans ma vie? Ray s'affaissa sur sa chaise. Espèce de salaud. Voici ce qui va se passer. Dean continua. Tu vas quitter Durango ce soir. Tu vas retourner dans le trou d'où tu as rampé. Tu vas oublier que j'existe. Et si je ne le fais pas? Dean se pencha par-dessus la table. Alors je montrerai au monde exactement quel genre d'homme tu es réellement. Il joua une dernière vidéo. Ray dans sa chambre d'hôtel s'injectant quelque chose dans le bras. Des substances illicites, à en juger par l'aspect. Habitude de prison, demanda Dean. Ou nouveau développement? Le visage de Ray devint blafard. Comment as-tu? Ta chambre d'hôtel est sous surveillance depuis ton arrivée. Je connais les pilules. Je connais la fausse pièce d'identité que tu as utilisée pour louer la voiture. Et je connais le mandat d'arrêt en suspens au Kentucky. Dean avait fait ses devoirs, tout comme Ray, mais plus minutieusement et plus légalement. Tu es venu ici pensant pouvoir me faire chanter, dit Dean. Mais tu as oublié que je suis très doué pour les enquêtes. Tu as aussi oublié que j'ai des amis dans les forces de l'ordre qui me doivent des faveurs. Ray transpirait maintenant, le prédateur confiant remplacé par un dépendant désespéré. Que veux-tu? Je veux que tu partes ce soir. Si jamais je te revois, si jamais tu me contactes ou contactes quelqu'un qui m'est cher, si tu penses même à raconter des histoires sur notre passé, je m'assurerai que tu passes le reste de ta vie en prison fédérale. Dean se leva, laissant de l'argent sur la table pour sa bière intacte. La marque sur ton poignet aurait dû t'apprendre à ne pas me chercher des noises. Apparemment, tu as besoin d'une leçon plus permanente. Attends. Ray saisit le bras de Dean.
S'il te plaît. Je n'ai plus rien. Pas de travail, pas de famille, pas d'argent. Grace a autant détruit ma vie que la tienne. Dean regarda la main de Ray sur son bras, puis le visage de Ray. Un instant, il eut presque pitié de l'homme. Ray était pathétique maintenant, brisé par la prison, les pilules et ses propres mauvais choix. Mais ensuite Dean se souvint de Grace debout dans l'embrasure de la porte, le regardant brûler. Il se souvint des fausses pilules conçues pour l'éliminer lentement. Il se souvint de l'homme que Ray était autrefois. Arrogant, prédateur, prêt à tuer pour de l'argent et du sexe. Grace n'a pas détruit ta vie, dit Dean doucement. Tu l'as fait toi-même quand tu as décidé de l'aider à m'éliminer. Dean dégagea son bras et s'éloigna. Derrière lui, Ray pleurait. De grands sanglots étouffés d'un homme qui avait enfin réalisé qu'il n'avait plus rien à perdre et nulle part où tomber. Dean ne regarda pas en arrière. Devant l'hôtel, Sarah l'attendait dans son camion. Elle était son soutien, surveillant l'équipement de surveillance et prête à appeler à l'aide si les choses tournaient mal. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « C'est fini. » Enfin fini. Sarah étudia son visage à la lumière du tableau de bord. « Tu es sûr ?» Dean pensa à Ray pleurant dans le bar de l'hôtel, à Grace morte dans sa cellule de prison, à Harold pourrissant sous terre. Les gens qui avaient essayé de le détruire étaient partis ou brisés. La menace qui pesait sur lui depuis 11 ans était enfin vraiment terminée. Je suis sûr. Ils rentrèrent chez eux à travers l'obscurité de la montagne, dépassant la vie que Dean avait construite à partir de rien, dépassant l'avenir que personne ne pouvait lui enlever maintenant. Ray quitta Durango cette nuit-là et ne revint jamais. 6 mois plus tard, Dean lut l'annonce de sa mort dans un journal de Denver. Overdose de pilules dans une chambre de motel, pas de proches, pas de funérailles prévues. Dean ne ressentit rien en lisant la notice nécrologique. Aucune satisfaction, aucun regret, aucune conclusion. Ray avait simplement cessé d'être un problème. Ce soir-là, Dean et Sarah étaient assis sur leur terrasse, regardant le soleil couchant peindre les montagnes d'or et de rouge. « Des regrets ?» demanda Sarah. Dean considéra la question sérieusement. Il pensa à l'homme qu'il avait été avant Grace, confiant, naïf, prêt à croire le meilleur des gens. Cet homme était parti pour toujours, consumé dans un incendie qui avait été destiné à l'éliminer. Mais l'homme qui l'avait remplacé était plus fort, plus intelligent, plus prudent avec sa confiance, mais pas peur de la donner quand elle était méritée. Il avait bâti une bonne vie à partir des cendres de son ancienne. Non, dit Dean finalement. Aucun regret. Les montagnes s'étendaient infiniment devant eux, pleines de possibilités et de nouveaux départs. Dean serra la main de Sarah et sourit. La braise qui avait failli le détruire l'avait au contraire forgé, le rendant incassable. Et c'était une vengeance suffisante.